Chimie at Home, chimie à la maison, pour une séquence numéro 6, consacrée cette fois à l'activité optique ou encore au pouvoir rotatoire des molécules dites optiquement actives, c'est-à-dire des molécules chirales. Activité optique et loi de Biot font l'objet de ce chapitre. Nous savons, depuis la capsule précédente, que deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir plan mais qui ne se superposent pas sont énantiomères. Et il existe entre elles une relation d'énantiomérie. On se demande désormais ce qui distingue, alors non plus sur une feuille ou au tableau, c'est-à-dire quand on va dessiner les molécules, mais ce qui distingue au laboratoire expérimentalement deux énantiomères. Comment peut-on les distinguer? Eh bien, en étudiant leur activité optique. Qu'est-ce que l'activité optique? L'activité optique, c'est la propriété qu'a une entité chimique, chirale, de faire tourner le plan de polarisation d'un faisceau de lumière polarisée plane. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie en fait que vous avez une source de lumière ici naturelle, par exemple une lampe à vapeur de sodium. La lumière, c'est une propagation, ici rectiligne, d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Alors on va dire ici d'un champ électrique qui oscille comme ceci dans un plan. D'accord? Avec un polariseur, vous allez sélectionner un unique plan de vibration. Donc ce plan de vibration unique est sélectionné. Eh bien, lorsque vous avez ici dans une cuve une molécule chirale, eh bien, cette molécule en solution a la propriété de dévier le plan de polarisation. Elle ne dévie pas la lumière se propage toujours rectilignement, toujours ici. Mais par contre, le plan dans lequel vibre ce champ électrique, eh bien, il tourne d'un angle que l'observateur va pouvoir mesurer. C'est cela l'activité optique. Ça s'étudie avec un polarimètre dit de Laurent. Donc voici un modèle assez ancien et voici le modèle du laboratoire que vous allez utiliser. Alors vous allez me dire où mettons la cuve? Eh bien en fait, la cuve est remplacée par ce que nous appelons des tubes polarimétriques. La source lumineuse est ici. On sélectionne un plan de polarisation de la lumière. La molécule chirale est placée dans un tube à l'intérieur ici. Et puis, eh bien, on mesure ici, en jetant un œil dans l'oculaire, la valeur de l'angle de déviation. En fait, voilà, toujours donc cette source lumineuse, l'infinité de plans d'oscillation, la sélection d'un plan et ce plan sélectionné, vertical ici en l'occurrence, eh bien, qui est dévié lorsque ce plan, la lumière donc, traverse la substance en solution. L'examinateur va mesurer l'angle de déviation. Cet angle de déviation est appelé le pouvoir rotatoire. Et en fait, deux possibilités, soit l'angle soit le plan a été dévié vers la droite, eh bien nous dirons que la substance est extrogire, soit ce plan a été dévié vers la gauche et nous dirons dans ce cas-là que la substance est lévogire. Donc en fait avec un composé achiral, aucune déviation du plan de polarisation. Toujours le plan oscillant ici dans le plan de l'écran, de votre écran. Par contre, en remplaçant un composé achiral par un composé chiral, eh bien cette fois, le plan sélectionné, se propage toujours de la même façon, mais vous voyez, au fur et à mesure qu'il progresse en traversant la cuve, le plan est dévié. Il y a une déviation, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, suivant la substance étudiée. Donc la lumière ordinaire oscillant dans tous les plans,
la lumière traversant un polariseur, la déviation de la lumière alors par l'énantiomère A et par l'énantiomère B. Cette diapositive montre simplement que si un des énantiomères dévie la lumière dans un plan, ici vers la droite, eh bien l'autre énantiomère va dévier la lumière d'un même angle, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la gauche. Voici pour une dernière fois donc l'illustration de l'activité optique de la substance chirale. Nous dirons donc que la molécule est douée de pouvoir rotatoire. Le pouvoir rotatoire, en fait, c'est la valeur mesurée de l'angle de rotation du plan de polarisation. J'insiste bien, la valeur de l'angle de rotation du plan de polarisation dans les conditions expérimentales données. Eh bien, un grand physicien et chimiste, nous allons dire des années 1800, va étudier la valeur de cet angle de rotation, de ce pouvoir rotatoire, à la fois en fonction de la radiation utilisée, de la longueur de la cuve ou du tube polarimétrique et de la concentration de la substance. Et il va établir la loi de Biot. Le pouvoir rotatoire est proportionnel à la longueur de la cuve, à la concentration, à une constante près. Cela doit vous faire penser à la loi de Beer-Lambert. A égale epsilon LC. Epsilon ici, eh bien c'est alpha qui dépend de lambda et de t entre crochets. C'est ce que nous appellerons le pouvoir rotatoire spécifique, en général donné dans la littérature, pour une longueur d'onde qui est celle du doublet jaune du sodium à 589 et 589,6 nanomètres et une température de 25 degrés. Alpha s'exprime en degrés, L en décimètres et la concentration, c'est un peu particulier, en grammes par centimètre cube, d'où l'unité ensuite un peu particulière, il faut bien l'avouer, du pouvoir rotatoire spécifique qui n'est pas un angle puisqu'il ne s'exprime pas en degrés. L'angle, c'est alpha. Donc c'est le pouvoir rotatoire et alpha entre crochets, le pouvoir rotatoire spécifique. Un composé qui est optiquement actif va dévier le plan de polarisation vers la droite, nous dirons qu'il est dextrogire. Un composé optiquement actif est lévogire s'il dévie le plan de polarisation vers la gauche. La déviation vers la droite sera désignée par un signe plus, entre parenthèses, le caractère lévogire par un signe moins, entre parenthèses. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, un mélange, alors je ne parle plus de composé seul, mais d'un mélange qui contient deux énantiomères, c'est-à-dire deux molécules, images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables, si ce mélange les contient en quantité égale, eh bien, l'on mesure un pouvoir rotatoire qui est nul par compensation. Pourquoi ? Parce que deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires qui sont opposés. Si vous les mélangez en même quantité, globalement, le pouvoir rotatoire sera par exemple égal à 3 plus moins 3, donc égal à 0. Ce mélange équimolaire de deux énantiomères s'appelle un mélange racémique. Illustrons les propriétés. Le butane de Hall de configuration R est lévogire, d'après cette indication. Tandis que le butane de Hall, son énantiomère de configuration S, est obligatoirement dextrogire. Ce symbole plus-moins ensemble va désigner le mélange racémique. Je vous proposerai à la rentrée de vérifier la loi de Biot en étudiant donc d'une part l'influence de la concentration et d'autre part aussi l'influence de la longueur du tube. Nous préparerons, en fait vous préparerez plusieurs solutions
et nous essaierons de retrouver la loi de Biot. Nous avons également plusieurs tubes polarimétriques différents, de longueurs différentes, et un polarimètre qu'on appelle le polarimètre de Laurent. Dernier exemple, le glycéraldéhyde dextrogir a un pouvoir rotatoire spécifique de plus 8,7 degrés g-1 décimètre-1 cm3. Son énantiomère a le même pouvoir rotatoire en valeur absolue, mais est de signe opposé, moins 8,7. Notez, c'est fondamental que dextrogir, lévogir n'ont absolument rien à voir avec la désignation R ou S. La preuve, c'est que vous avez ici un énantiomère de configuration R pour cet atome de carbone et R pour celui-ci, donc RR, et la substance est dextrogir. Son image dans un miroir, le SS, est lévogir. Envisageons ce stéréoisomère, sa configuration est SR, son image dans un miroir est RS, et vous voyez, nous avons les configurations S et R, et là, la substance est, globalement, lorsqu'on l'étudie au laboratoire, on s'aperçoit qu'elle est lévogir, et celle-ci est dextrogir. Ces deux molécules sont énantiomères, ces deux-ci ont la même formule semi-développée plane, mais ne sont pas énantiomères, ce sont donc des diastéréoisomères. Donc une relation d'énantiomérie entre ces deux, une relation d'énantiomérie entre ces deux, et entre toutes les autres paires, celle-ci, 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 ou alors celle-ci et celle-ci, des relations de diastéréoisomérie. Le mot racémique que je viens d'introduire vient du latin racemus, qui signifie grappe de raisin. Pourquoi ? Parce que c'est à partir donc de cristaux déposés dans des barriques de vin d'Alsace que Pasteur a réussi à séparer pour la première fois deux énantiomères. Et la séparation de deux énantiomères s'appelle un dédoublement d'énantiomères, effectué donc par Pasteur en 1848. Il était donc tout à fait normal pour ses travaux et l'ensemble de son œuvre que le Palais de la Découverte propose un numéro spécial et une exposition consacrée aux travaux de Pasteur qui a une contribution très très importante en stéréochimie. Les molécules en 3D où Pasteur trie les cristaux de tartrate avec un petit scalpel. Voilà l'activité optique et loi de Biot. Nous allons donc l'étudier dans une prochaine séquence de travaux pratiques. Nous n'en aurons jamais fini.